Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Depuis le début de cette 6e saison, nous faisons un petit tour des brasseries du Grand Ouest. Avant de repartir en vadrouille ailleurs en France, nous faisons une dernière étape en Loire-Atlantique. Saison 6, épisode 4, Vincent Munoz del Blanco, brasserie Nautile à Rezé. Fabien Morvan et Vincent Munoz del Blanco, tous deux issus du brassage amateur, sont les deux fondateurs de la brasserie Nautile à Rezé, aux portes de Nantes. Dès le début de l'aventure, en 2017, ils sont rejoints par Clément Touzé, ancien brasseur de la brasserie Bonne Garde, brasserie nantaise, définitivement fermée en juin 2017. 5 ans après sa création, la microbrasserie Nautile propose une large gamme permanente et réalise régulièrement des brassins éphémères très créatifs qui invitent au voyage. Je vous emmène à la découverte de la brasserie Nautile avec notre guide Vincent Munoz del Blanco. Bonjour, je suis Vincent Munoz del Blanco. Bienvenue à la brasserie Nautile. On est à Nantes, Vincent, où est née la brasserie Nautile en 2017, dans un petit local pour commencer, et puis il a fallu pousser les murs, comme dans beaucoup de brasseries. On voit petit pour commencer, et puis victime de son succès, il faut accueillir les palettes de malt, les palettes de bouteilles. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un local de 650 mètres carrés au total, plus un peu d'espace extérieur. Et on arrive à une production en 2020 de 1200 hectos. Ayant commencé à 3 à la brasserie, on est aujourd'hui 6 à travailler sur place. Et tout ce qu'on produit aujourd'hui se vend. On continue à produire toujours autant, malgré l'absence des bars, qui nous manque beaucoup. Donc plus de fûts, mais avec la production bouteilles et quelques canettes maintenant, on arrive encore à tout vendre ce qu'on produit. La brasserie est née en 2017, je le disais, d'une bande de copains et d'une rencontre. Raconte-nous cette phase de création. Donc au départ, la brasserie, on est 3, Fabien, Clément et moi. On avait un projet avec Fabien dans la bière, avec Clément, le 3e, qui lui à l'époque avait la brasserie Bonne Garde à Nantes, qui n'existe plus maintenant. Le projet qu'on avait est tombé à l'eau parce qu'on voulait bosser avec Bonne Garde. Donc l'idée a été de recréer une brasserie de zéro avec Clément sur la production, toujours à Nantes, et dans l'idée de faire des bières un peu plus modernes, moins traditionnelles que ce qu'ils faisaient à l'époque sur Nantes. Tous les 3, on est issus du brassage amateur. Aucun de nous n'a de formation, ce qui est des fois mal vu parce que la plupart ont fait la même formation de La Rochelle ou de l'IFBM. Nous, c'est vraiment du brasseur amateur pur et dur avec des recherches, de la documentation, du partage avec d'autres brasseurs lors de collabs, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une gamme très large de bières et on évolue un peu tous les jours et on continue de s'éclater à faire des nouvelles bières et des nouveaux styles. C'est quoi le gap entre le brasseur amateur et le brasseur professionnel ? Le gap, c'est de réussir à faire 2 fois la même bière. Quand on est brasseur amateur, on s'éclate, on fait un peu tout et n'importe quoi. C'est plus souvent n'importe quoi que le truc est vraiment régulier. Aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à avoir des bières stables, des bières propres. Il y a aussi souvent beaucoup de défauts chez les bières de brasseurs amateurs. Dans le temps, on a travaillé notamment qu'à laboratoire, Biocéane, sur la qualité de nos bières, afin justement d'arriver à avoir une qualité qu'on puisse répéter et reproduire dans le temps. Et aujourd'hui, vous avez acquis cette stabilité ? La stabilité est là, on évolue encore un peu tous les jours. On a une gamme permanente qui bouge plus beaucoup. Par contre, sur des bières éphémères, là, on fait des choses beaucoup plus folles et des fois, ça part un peu en couille, comme on dit. La première année, en 2017, mine de rien, vous avez quand même produit 700 hectos. C'est un bon démarrage. Oui, c'est un démarrage plutôt difficile, justement. On fait 700 hectos, quasiment que en bouteille. On est à 80% de bouteilles, avec de l'embouteillage totalement manuel. À 3, on mettait 16 heures à embouteiller 1000 litres de bière. Ça nous paraît tellement bizarre aujourd'hui, vu la manière dont on travaille. Mais voilà, le fait de passer par là, on sait d'où on vient, on sait d'où on sort et on est content d'évoluer. On arrive à automatiser des tâches qui sont répétitives et fatigantes. Donc aujourd'hui, le confort de travail s'est amélioré et on continue encore à améliorer au fur et à mesure. Et puis il a fallu créer, parce que quand on est brasseur amateur, on fait des essais, on fait des choses pour se faire plaisir, on se risque, on tente des nouvelles recettes, etc. Mais quand on devient brasseur professionnel, il faut asseoir tout ça et trouver la recette du succès, qui est celle qui va plaire au plus grand nombre et qui va faire que le produit fonctionne. Justement, notre stratégie de départ sur la gamme de bières est assez compliquée. On a une gamme aujourd'hui permanente de 11 bières.
ce qui est énorme. Quand la plupart des brasseries se limitent à 2, 3, voire 4. Pourquoi ? Parce que justement, on a voulu avoir une blonde, une ambrée, une saison, une triple, la gamme classique qui parle à tout le monde, pour vraiment que le plus grand nombre se reconnaisse dans ce qu'on fait. Et à côté de ça, on s'est éclaté avec des IPA, on s'est éclaté avec d'autres styles un peu plus fun au fur et à mesure de ce qui nous plaît et ce qu'on aime faire. Mais voilà, en gardant toujours en tête que le but, c'est que les gens puissent boire nos bières et qu'elles restent accessibles. Donc sur nos gammes permanentes, on a vraiment des bières, que ce soit IPA ou traditionnelles, qui sont faciles à boire et qui intéressent le plus grand nombre. Donc on fait des brassins éphémères et puis on se dit finalement on va rentrer cette recette dans la gamme permanente. C'est ça, quand beaucoup travaillent sur des petits volumes, nous on n'a jamais pris le temps de le faire, on fait des petits volumes de 1000 litres au minimum. Après oui, nos bières on les tente, on les adapte, on les ajuste et on finit sur des produits qui sont vraiment intéressants et qui correspondent à ce qu'on cherche au départ. Et dans la gamme éphémère du coup, sur quoi vous risquez, sur quoi vous tentez ? Dans la gamme éphémère, les dernières, on s'est tenté un Imperial Stout Speculoos par exemple, ou une Imperial Gose framboise mûre griotte avec 200 grammes par litre de purée de fruits rouges. Donc des bières très spéciales, un peu plus funky, même un peu plus compliquées. On touche un public beaucoup plus restreint, mais qui sont tout aussi intéressantes et sur lesquelles justement on prend plus de risques et on fait des choses un peu plus folles que sur une gamme permanente où on cherche à plaire au plus grand monde. C'est quoi le public de la brasserie Nautile entre la gamme permanente et les bières éphémères ? Justement, aujourd'hui, on arrive à toucher un peu tout le monde. C'était un peu l'intérêt au départ. On a une population nantaise qui est très diverse. Donc, on touche autant la mère de famille sur une petite pale ale qui est justement une petite blonde mais déjà un peu aromatique. On joue sur le houblon sans rentrer dans l'amertume, sans rentrer dans les notes trop compliquées et qui perdent beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, même si les IPA sont à la mode, beaucoup de gens s'arrêtent à des IPA industrielles qui sont finalement très, très banales. Et le but pour nous, c'était pas d'avoir une pils, de pas avoir une bière de soif, mais d'avoir une pale déjà qui soit intéressante et qui puisse plaire aux gens. On n'a pas de la bière de volume que beaucoup font et c'est pour ça que la gamme est aussi grosse, c'est qu'on fait des bières qui nous plaisent à nous et toutes les bières qu'on fait aujourd'hui, on est capable de les boire. On ne fait pas juste des bières pour faire du volume, mais des bières qu'on apprécie. Sur les éphémères, à l'inverse, on joue sur la partie de la population qui est plus ce qu'on appelle les geeks, entre guillemets. On a une grosse population de brasseurs amateurs. Il y a une association qui a plus de 200 membres sur Nantes de brasseurs amateurs et c'est un peu ce public-là qu'on vise. Et aussi le public de bars. On a plusieurs bars spécialisés sur Nantes de gens qui aiment la bière et qui recherchent des choses vraiment différentes. Et c'est un peu s'inspirer de ce qu'on voit arriver des États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons. C'est la bière beaucoup plus typée, beaucoup plus houblonnée ou acide, qui sont plus à la mode en ce moment. Alors tu nous parles beaucoup de Nantes et c'est normal, on y est, ça tombe bien, mais en même temps, la brasserie Nautile, c'est son territoire de chasse, c'est la France entière. Oui, aujourd'hui, on bosse dans toute la France. Grâce à Franck de l'Abbaye des Saveurs à Lille, pu participer au Grand Bal, donc le festival de bière national de Lille, alors qu'on avait à peine un an d'existence. On a pu rencontrer justement plein de monde et vraiment être intégré au monde brassicole français. Et aujourd'hui, un peu grâce à la Bretagne, on bosse sur Paris chez Kerbier, qui est un bar breton. On bosse sur Toulouse chez Kergalou, qui est une boutique fine bretonne aussi, et derrière ça nous ouvre des portes et on bosse un peu dans toute la France et de plus en plus d'endroits spécialisés en bière. Et depuis peu en grande distribution ? Et oui, depuis peu en grande distribution, par l'intermédiaire d'un distributeur qui passe des contrats avec les magasins afin de créer ce qu'ils appellent des corners, donc des vrais petits rayons de bières artisanales. Donc pas des bières industrielles qui essaient de faire de l'artisanal, mais des vraies brasseries artisanales comme nous. On peut retrouver Azimut, Zoubrou, d'autres brasseries françaises, des copains maintenant qu'on a pu rencontrer dans différents festivals. Et donc on touche un plus grand public, et aujourd'hui en toute la France, oui. C'était quoi la réalité de la bière à Nantes quand vous avez commencé en 2017 ? La bière à Nantes en 2017, c'était la brasserie historique du Bouffay, c'était Charlotte, c'était Trompe-Souris, qui sont des brasseries un peu plus traditionnelles, avec des recettes plus classiques. Et justement, nous, en tant qu'amateurs, à faire des bières un peu plus folles et à goûter des choses un peu plus intéressantes à notre goût, on voulait aussi partir sur une brasserie qui faisait d'autres choses que juste la blonde, l'ambrée, la triple. Même si on les fait, on voulait pas voir que ça dans la gamme, on voulait montrer qu'on peut faire autre chose et que les bières plaisent à tout le monde. Les bières, c'est pas une boisson d'homme, c'est pas une boisson de supporter de foot, c'est aussi un produit noble et qui peut être super intéressant.
Et puis il y a peut-être aussi l'apparition des beer geeks. Il y a quelques années, forcément, ça n'existait pas parce qu'il y avait que de la bière très consensuelle sur le marché. Et puis sont apparues des recettes de plus en plus dingues avec des ingrédients de plus en plus inattendus. Oui, c'est vrai que là-dessus, il y a une recherche de houblons. Aujourd'hui, rien que nous, on travaille avec une trentaine de houblons différents. Alors je pense qu'à une époque, c'était beaucoup plus restreint et on cherchait beaucoup moins des produits spécifiques. Aussi, les fournisseurs sont aussi améliorés à ce niveau-là. Les croisements de différentes variétés, tout le travail sur les houblons qui est fait aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, a apporté des saveurs, des arômes qu'on n'avait pas jusque-là. Beaucoup de clients nous demandent c'est quoi le fruit qu'il y a dans la bière. Il n'y a pas de fruit, c'est que du houblon. Et du houblon qui a des grosses notes fruitées et qu'on arrive à rendre assez intéressante pour que la bière soit pas juste une bière de soif ou une bière d'alcoolique, on va dire. On va aller visiter la brasserie ? C'est parti. Finis ton verre. C'est parti. Vincent, on est dans la salle de brassage, qui en fait est la partie du bâtiment où tout a commencé. Oui, c'est ici qu'on a commencé avec une petite brasserie habillée de bois traditionnelle anglaise. Aujourd'hui, on a poussé les murs et on a beaucoup plus grand, mais on a commencé dans un espace très, très restreint. Avec les problématiques du local, on a peut-être commencé un peu trop vite, sans avoir d'évacuation au sol, sans réfléchir à ce genre de choses. Et on est un peu des brasseurs à l'aspirateur. C'est pas toujours facile de travailler dans des conditions comme ça. Mais voilà, on a pu commencer assez rapidement et à se faire plaisir sur ce petit local. Alors présente-nous l'installation, brasserie anglaise. Donc brasserie anglaise avec la première cuve, donc c'est une bâche à eau chaude. On a 2500 litres d'eau chaude pour l'empâtage, mais aussi pour le rinçage des drèches et aussi pour toute la partie nettoyage. La deuxième cuve qui est la cuve d'empâtage, une cuve dans laquelle on met la matière, donc le malt concassé. Cette cuve est totalement manuelle, donc quand on doit remuer le malt, c'est à la main avec un fourquet. Et elle dispose d'un fond filtrant pour la filtration et le passage en cuve d'ébullition. Donc la troisième cuve qui sert à l'ébullition. C'est la cuve dans laquelle on ajoute les houblons amérisants et aromatiques pour faire nos bières. Voilà pour les cuves. Derrière, on a une cuve de resucrage. Aujourd'hui encore, on est sur des bières qui sont resucrées en bouteille. Donc on ajoute du sucre pour donner la pétillance à la bière avant l'embouteillage. Et donc derrière moi, l'étiqueteuse, l'embouteilleuse et la capsuleuse. Qui est assez récente, puisque autrefois c'était à la main. On a commencé totalement à la main et après une année de galère, pour être clair, sur 700 hectos, on a investi dans une embouteilleuse qui nous a clairement changé la vie. On est passé de 600 bouteilleurs à 3 à 1200 bouteilleurs à 2. Donc ce qui nous a clairement changé la manière de travailler. Alors il faut aussi imaginer que dans cette pièce, autrefois, il y avait également les fermenteurs. Oui, on avait les fermenteurs. Là derrière nous, les racks avec le malt. À la place, c'était des fermenteurs qu'on a déplacés maintenant dans le nouveau local à côté. Donc on commençait réellement à être à l'étroit, même à 3 à travailler ici, ça commençait à être compliqué. On se marchait un peu sur les pieds, mais voilà, c'est l'évolution qu'on a depuis 3 ans qui fait que la brasserie continue à vivre, continue à grossir à notre rythme. On continue notre visite, Vincent, au pied des fermenteurs. Tout à fait, donc là la bière une fois terminée est envoyée en fermenteur pour la création d'alcool avec les petites levures qui travaillent. Et donc c'est ici qu'on fait la fermentation et la garde de nos bières. On l'entend de ce travail, c'est quoi ? Donc en fait quand les levures mangent le sucre qui est extrait des maltes lors de l'empâtage, lorsque les levures mangent les sucres présents dans ce liquide, ça crée un dégagement gazeux et la création d'alcool. Donc ici on entend le bloubloutement de nos barboteurs. Et là c'est une IPA, c'est notre IPA de la gamme permanente, qui est une bière dry hoppée à l'Econote et au Simcoe. Vous avez quelle capacité de fermentation ? Beaucoup. Je ne sais plus où on est. Aujourd'hui, on est à 180 hectos de capacité de fermenteur. Et on reçoit de nouveaux fermenteurs fin mai. Donc on va remplacer les fermenteurs de 1000 litres par des fermenteurs de 2000 et 4000. On continue donc sur notre évolution et ça continue d'avancer. Après 3 ans et demi, on a encore un peu de capacité de stockage et on va monter encore un peu la production. Tout à l'heure, on était d'eau à l'embouteilleuse, la bouteille, mais aussi la canette.
Oui, donc la canette, on travaille avec une société qui a une encanneuse mobile. Donc ils viennent chez nous encore la semaine prochaine faire des canettes. Pour répondre un peu au marché et aux demandes actuelles, on s'est mis à faire de la canette sur les bières éphémères. La canette est un outil de communication super avec une surface super intéressant pour le graphiste avec qui on travaille. On travaille avec Tang, qui est un graphiste local qui a un coup de crayon super sympa et qui nous a créé une vraie image de marque autour du Nautile. Et pourquoi le choix de la canette ? Le choix de la canette, c'est un peu pour répondre à des demandes actuelles. On n'est pas totalement sûr du côté totalement écolo que tout le monde vend. On entend des critiques à l'inverse. Aujourd'hui, on travaille sur des bouteilles consignées. On travaille avec les canettes qui sont, j'espère, recyclées. L'idée, c'est un peu de répondre aux différentes demandes. La canette a des gros avantages sur l'encombrement, le poids et le conditionnement qui est... Sur une même palette, on met beaucoup plus de canettes qu'on met de bouteilles, par exemple. Lorsqu'on travaille au national, on va envoyer des palettes à l'autre bout de la France, ça coûte moins cher, que l'impact carbone est moins élevé que d'envoyer des bouteilles, par exemple. Si on parle de la consigne, puisque c'est une nouveauté aussi depuis quelques mois, c'est quelque chose qui revient au goût du jour et ça crée en même temps des connexions, des partenariats avec des opérateurs de consigne de bouteilles. Tout à fait. Sur la Loire-Atlantique, il y a l'association Bout à Bout qui s'est lancée et qui travaille avec une société de lavage de bouteilles. Donc c'est super intéressant. Ils nous mettent à disposition des casiers. On leur redonne les bouteilles, ils les récupèrent, ils les lavent et ils les revendent. Donc ça fait une vraie seconde vie pour les bouteilles. Contrairement aux containers où les bouteilles sont cassées et détruites et servent à faire autre chose que servir pour la bière. Les consignes, moi je les ai connues étant petit. Et c'est pas bête de réutiliser des bouteilles qui sont encore propres et qui sont encore utilisables 2, 3, 4 fois. Donc ça fait vraiment une seconde, une troisième vie pour une bouteille qui n'est pas jetée, qui n'est pas abandonnée dans la rue ou je ne sais quoi d'autre. Alors bien sûr, le fût aussi, c'est habituellement, hors période sanitaire compliquée, un poste important pour la brasserie. Oui, étant issu du bar à bière, je pensais qu'on ferait beaucoup plus de fût au départ. On avait un business model avec 60% de fût, 40% de bouteilles. On est arrivé à 50-50 au meilleur moment de la brasserie lorsque les bars étaient encore ouverts. On a travaillé dès le départ avec une laveuse de fût qu'on a achetée et 105 fûts inox, même si on a été obligé de compléter avec du fût plastique, du fût one way qui est jetable. Mais aujourd'hui, on est à pas loin de 800 fûts inox qui nous permet de travailler exclusivement en fût inox et donc réutilisable avec notre laveuse de fût. Et à côté de ça, on a aussi une association qui s'est montée à côté, SoFût, qui fait du lavage de fûts et de la location de fûts. Donc aujourd'hui, ils ont une capacité de lavage beaucoup plus importante que la nôtre, ce qui leur permet de faire 30 fûts quand nous, on en fait 6. Donc ce qui nous permet d'avoir une vraie réutilisation des fûts intéressante pour nous. Et puis en plus, c'est des voisins, donc les fûts voyagent pas, quoi. Ils sont vraiment voisins, oui. Les fûts, je l'ai fait hier, j'ai fait 2 allers-retours en une demi-heure pour récupérer 72 fûts. Ce qui est beaucoup moins intéressant, c'est de les envoyer à l'autre bout de la France ou voire à l'étranger. Parlons des matières premières que tu utilises pour vos bières. Donc les matières premières, pour tout ce qui est le malt, on est bio depuis pas loin de 2 ans. On travaillait avec les maltiers, une malterie française qui est affiliée à Soufflet. Sinon on travaille avec la malterie du château en Belgique, Dingemans aux Pays-Bas et une autre malterie dont je ne retrouve pas le nom en Allemagne. Donc on travaille sur des maltes européens. On regarde toujours ce qui se fait en France. Il y a une malterie en Charente ou Charente-Maritime, je ne sais plus, qui nous intéresse, avec qui on devrait travailler. Et le but à terme est de ramener un maximum de malt le plus proche possible de la brasserie, afin d'avoir une logique de travail en local au maximum. Autre ingrédient important, c'est le houblon, et vous en utilisez une trentaine de variétés pour vos bières. Oui, sur le houblon, c'est plus compliqué. Les variétés les plus intéressantes, on va dire, les plus aromatiques, les plus fruitées, sont toutes américaines ou néo-zélandaises. Donc là-dessus, on travaille avec Yakima Chief, qui était un énorme producteur aux États-Unis, qui fournit la majorité des brasseries françaises. Et on bosse aussi en local avec Mathieu Cosson, qui a monté le champ du houblon il y a maintenant 4 ans. Qui commence à avoir des rendements intéressants sur ces houblons et qui commence à pouvoir fournir de plus en plus de brasseries. Donc sur les houblons bio et la gamme permanente, on essaie au maximum de bosser avec le champ du houblon. Là, on est au bout de l'allée de fermenteurs. Actuellement, c'est un espace de stockage, mais prochainement, une nouvelle salle de brassage sera installée. Le projet déjà avant le Covid était d'avoir une nouvelle salle de brassage, ce qui a été mis largement en pause pendant pas loin d'1 an. Et aujourd'hui, on commence à regarder pour ça, pour essayer de se rééquiper en salle de brassage un peu plus moderne.
Aujourd'hui, c'est assez fatigant de travailler sur un matériel entièrement manuel. Le but est d'automatiser au maximum les tâches qu'on peut automatiser. Et donc, on regarde chez les différents fournisseurs ce qu'on pourrait avoir comme brasserie, notamment Co&Co. On regarde aussi chez Kaspar Schulz, un peu ce qu'est la Rolls de brasserie, mais bon, c'est pas le même prix non plus, donc on regarde en fonction de nos possibilités de financement, ce qu'on pourra acquérir, mais le but est d'automatiser au maximum afin de passer moins de temps sur des tâches qui sont très fatigantes. Automatiser et augmenter la capacité de production de fait ? Oui, aussi augmenter un peu la capacité. Aujourd'hui, on fait 10 hectos, même si avec l'extension qu'on a fait, on monte sur 20 hectos sur une journée. C'est 20 hectos sur une journée de 16 heures, ce qui est beaucoup. Donc l'idée, c'est d'avoir une brasserie en 20 hectos minimum. Enfin, minimum, non. Vu la place, ce serait 20 hectos, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et de continuer à augmenter un peu la production jusqu'à arriver à un rythme de croisière, entre guillemets, où on puisse maintenir notre gamme et continuer à faire des bières éphémères sans être trop dans le jus et toujours en rupture de produits. Donc j'espère qu'à terme on aura cette nouvelle brasserie, pourquoi pas aussi un petit chai de barriques, on en a quelques-unes déjà mais on aimerait pouvoir en rajouter et s'amuser encore plus sur ce genre de produits qui nous tiennent à cœur, qui sont longs à travailler mais qui sont super intéressants aussi. Oui, parce qu'il y a déjà un petit chai, mais il est un peu caché dans les racks derrière le stock de bouteilles. Tout à fait, aujourd'hui on manque de place, donc là les barriques on les aperçoit derrière les cartons. Aujourd'hui on a déjà sorti plusieurs bières barriquées, dont un Imperial Stout en canette avec un blend de 3 barriques différentes, un cognac, un bourbon et un whisky. Et on essaie de faire les petites recettes de temps en temps sur ces barriques. On a fait une farmhouse barriquée en barrique de rhum, avec des barriques qu'on servit au rhum de Cède, qui est une entreprise de rhum arrangé du département. Donc les barriques qu'on servi à faire ces rhums arrangés, on les a rachetés derrière, on a fait ces premières bières. On a aussi fait une triple rhum. On a fait plusieurs bières et en ce moment on travaille sur des bières à fermentation mixte dans ces barriques. Donc voilà, on essaie de diversifier au maximum et s'amuser sur des bières un peu plus acides et un plus à fermentation spontanée ou mixte. Spontané ? Oui, spontané, comme font les Belges notamment. On n'en est pas encore là, on n'a pas de cool ship, on n'a pas la place, on n'a pas l'équipement, on ne sait même pas si la flore et la faune environnante permettraient d'avoir des bières spontanées, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des bières sur lesquelles on ne travaille pas sur les levures, mais on travaille sur l'environnement autour et on laisse la bière se fermenter naturellement avec ce que propose l'environnement. Donc ça, c'est des choses qui se font beaucoup autour de Bruxelles. On aimerait pouvoir arriver là, on est très loin, mais on regarde ce qui se fait et aujourd'hui on travaille sur ce genre de produit. On travaille sur des barriques de vin blanc sur lesquelles on a un peu triché. On a ajouté 2 litres par barrique de lambic de 2 ans de Boone, afin justement de voir un peu ce que ça donnait niveau fermentation. Et on a été surpris de voir que la bière réagissait très vite. Et on a eu les barboteurs ont vite fait des bulles. Donc c'est un peu un test, c'est un peu expérimental. Mais voilà, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce genre de produit de superbes gueuseries belges qui nous font un peu rêver dans la manière de travailler et dans leurs produits assez haut de gamme et vraiment super intéressants. Donc là, c'est des bières beaucoup plus compliquées. Ils travaillent sur plusieurs années. Leur travail de barrique sur les lambics, c'est 1, 2 et 3 ans. On en est très loin. On a à peine 3 ans et demi, mais voilà. On regarde ce qu'on peut faire. On s'amuse un peu avec ce qui se fait sur le marché. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Vincent, on t'écoute. Donc j'ai sélectionné plusieurs bières de la gamme permanente et aussi des éphémères. Donc de droite à gauche, pour changer un peu, on a une farmhouse, donc notre bière de saison de la gamme permanente. La What the Fuck, qui est notre White IPA. La Gose in the Shell, qui est une Imperial Gose framboise mûre griotte, avec beaucoup de purée de fruits. La Cryo Scandal, qui est une New England IPA avec que des houblons cryo. Et enfin la Zwandania, qui est une Imperial Stout au Speculoos. Donc voilà, une gamme qui représente un petit peu, assez bien la diversité de notre gamme. Et on commence par la Farmhouse, la bière la plus facile à boire, la plus légère. Donc la Farmhouse, c'est une petite bière blonde pour ce qui est de la couleur, avec une mousse assez épaisse et persistante. Cette bière est une bière très facile à boire à 4,8 degrés. Et la particularité de cette bière, c'est qu'elle a des notes de houblon plutôt herbacées
et un peu à côté un peu fermier, ramené par les levures. Donc une bière très facile à boire, la blonde très facilement pintable. Donc une bière bien pétillante, très désaltérante. Deuxième dégustation. Donc la deuxième, c'est la What the Fuck. C'est un peu notre porte-étendard. C'est une bière très colorée pour une White IPA. Donc l'idée, c'est que c'est une IPA dont la base maltais contient beaucoup de blé. Et l'idée de cette bière, c'est d'avoir une IPA très grand public, donc plutôt sur les notes aromatiques et pas trop amères. Donc ici, on est sur une bière où on travaille les houblons Chinook et Simcoe, donc des notes de fruits jaunes. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces arômes-là sur une bière facile à boire. Et donc en bouche, on a une attaque un peu fruitée, une fin de bouche assez sèche, une bière à 5 degrés 2 qui se boit très facilement. Donc on continue avec la Cryo Scandal. Donc l'idée de cette bière, c'est une New England IPA avec des houblons cryo. Donc les houblons cryo, c'est des houblons qui sont compressés de manière à ce dans un même pelé, on a une fois plus et demi de houblon que dans un pelé traditionnel. Donc un houblon beaucoup plus concentré que les pelés traditionnels. Et donc des arômes beaucoup plus puissants. Et ici, on est à 15 grammes par litre de houblon cryo. Donc ici, une bière avec une robe beaucoup plus orangée. On travaille avec une levure de New England IPA. On a une mousse beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dense. Et après, au nez, on retrouve vraiment les fruits exotiques. Et une bière très fruitée et peu amère. Donc oui, une bière vraiment très fruitée et assez dense en texture. Beaucoup plus épaisse que ce qu'on a pu boire avant. Ici, on monte à 8 degrés. C'est la bière beaucoup moins facile à boire, mais qui est très intéressante sur le côté fruité et qui plaît même aux gens qui ne sont pas amateurs de bière. Donc là, on change Gose in the Shell. Donc on est sur une impériale Gose framboise mûre griotte. Donc une bière légèrement acide avec du citron vert, framboise mûre griotte et sel de Guérande. Donc le style Gose est un style ancien allemand de bière légèrement salée. Et est-ce qu'on sent le sel ? On le retrouve un petit peu, oui. En fait, le sel est un exutoire du goût, comme tout le monde le sait. Ici, le sel vient un peu casser la longueur en bouche et vient rendre plus buvable un genre de bière qui est très fruité. Sel de Guérande ? Sel de Guérande, on a voulu avoir une touche locale sur un style allemand. Donc on est dominance de la griotte. On retrouve un peu aussi la framboise. On est sur une bière avec une robe très, très foncée et trouble. Et c'est pas du tout une bière de soif, c'est une bière aux fruits à 8 degrés quand même, mais acide. Donc une attaque bien acide, on retrouve bien les fruits derrière et une belle longueur en bouche. Et pour finir, un Imperial Stout au spéculoos. Au spéculoos, mais pourquoi pas au petit beurre ? On y avait pensé, on a contacté justement le Fèvre Utile qui fait les petits beurres. Et on n'a jamais eu de retour de leur part, donc on s'est dit, quitte à partir sur un biscuit, prendre un biscuit à plus de goût qu'un petit beurre. Donc là, ici, on retrouve des notes épicées assez intéressantes sur un biscuit. Une robe bien noire et une mousse marron foncé peu persistante. Donc en bouche, une bière bien épaisse, assez riche. Pas trop sur le sucre. On retrouve les épices qu'on retrouve dans un spéculoos. Donc voilà, une bière comme on les aime. En résumé, sur la partie produit, la brasserie Nautile, c'est une gamme permanente de 11 références, et puis bien sûr tout un tas de bières éphémères. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas encore testé ? Quels sont les projets ? Qu'est-ce qu'il y a dans les fermenteurs ? Vers quoi vous vous orientez ?
Justement là-dessus, on n'a pas de limite, on n'a pas d'objectif en particulier. On a encore des barriques pleines avec différentes choses dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et sinon, des styles qu'on n'a pas encore testés, la famille des pastries qui est beaucoup à la mode aujourd'hui. Donc des bières avec pas mal de lactose, qui n'est pas notre ingrédient préféré. Mais on s'y tentera sûrement un de ces jours et pourquoi pas en collab. Merci à Vincent Munoz del Blanco et à toute l'équipe de la brasserie Nautile pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Nautile en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et venez aussi discuter sur l'appli Tumult. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur sur tipeee.com/podcapsuleur. Merci. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles découvertes brassicoles. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.